Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du tribunal de l'actualité. Surtout, merci de nous recevoir chez vous à travers le biais de nos deux médias leaders, à savoir True TV et la radio urbaine Watt FM. Je suis Adam Scalet Ouedraogo et sur ce plateau, j'ai le juge Geoffroy Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors pour cette nouvelle convocation, nous allons parler du positionnement de l'ex-chef de file de l'opposition politique sur le nouvel échiquier politique national. Comme vous le savez, l'UPC, au sortir du double scrutin de novembre 2020, a fait le choix de rejoindre la majorité présidentielle. Son président occupe actuellement le poste de ministre en charge de la réconciliation nationale. Réal politique, opportunisme politique. Nous allons poser la question à Adama Soso qui est sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de l'UPC. Oui. Avant de revenir sur ce sujet, nous allons ouvrir la première partie de cette émission, à savoir les avant-propos. Vous avez la parole. Oui, merci Président. Comme on a un invité, mon avant-propos ne sera pas très long. Il va concerner l'ambition du Burkina Faso pour ce qui est de la question sport à organiser donc une CAN. On a pris et on s'est donné le temps, c'est le ministre qui l'a annoncé, mais c'est dans un contexte. Il y a que, à la réalité, quand on regarde nos stades, est-ce qu'on pourra? C'est la grande question, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une stratégie derrière. C'est ce que nous a partagé le ministre. On aura deux grands rendez-vous qui nous permettront d'avoir des infrastructures qui soient à même de recevoir cette ambition-là. C'est ce qu'on pourrait souhaiter pour le Burkina, mais il va falloir aussi sortir l'argent de la poche. Comment cela va se faire, où on va aller le chercher? J'espère qu'à travers la stratégie, lorsqu'on pourra bien lire, on pourra mieux apprécier. Mais c'est une ambition. Je pense que le Burkina en a besoin. En tout cas, merci pour ces clés de lecture. Espérons que le Burkina Faso aura les moyens de ses ambitions. On l'espère en organisant en tout cas ce grand événement sportif. Alors, comme je le disais, nous avons sur ce plateau le deuxième vice-président de l'UPC à la personne de Adama Soso. Bonjour et bienvenue. Hello, bonjour. Au sortir de l'élection présidentielle de double scrutin, on peut dire que l'UPC occupe aujourd'hui la 4e place au titre des forces politiques au Burkina Faso. Déjà, comment vous expliquez ce rang-là? Ok, merci pour cette opportunité que vous nous donnez donc, de nous exprimer sur justement donc, notre placement et notamment donc, les résultats que nous avions eus lors des élections passées. Il faut déjà reconnaître que nous avons été, je peux dire, un peu surpris par ces résultats, d'autant plus que nous croyions avant donc, les élections que nous allions faire mieux. Mais la vérité des urnes nous donne donc cette place aujourd'hui et nous l'occupons sans problème. Mais nous avons, en termes d'analyse politique, une autre lecture. Nous disons que nous sommes 3e force politique, d'autant plus que au niveau des élections présidentielles, nous sommes arrivés 3e. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes arrivés 4e. Mais si vous regardez le nombre de voix que nous avions eu par rapport donc au parti qui est 2e, nous avons près de 130 000 voix de plus que. C'est pour dire que la clé de répartition fait que nous nous retrouvons donc 4e. Mais si on tient compte des suffrages, nous sommes quand même toujours le 3e parti politique. Donc vous estimez que la clé de répartition ne permet pas de donner un juste positionnement des partis politiques? Non, c'est pas qu'elle ne permet pas, c'est une analyse, c'est une lecture qu'on fait, puisque de toute façon c'est une clé pour laquelle nous sommes partants. Mais dans une analyse, il faut donc pouvoir donc ressortir tous ces éléments et pour comprendre qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'est pas bien au courant des choses, peut penser qu'on n'a pas eu autant de voix. Par contre, nous disons que nous avons eu quand même plus de 130 000 voix, et 129 et quelques de plus que le parti qui est 2e à l'Assemblée et 3e à l'Assemblée. Et c'est à prendre en compte dans l'organisation, dans l'ancrage même donc du parti et surtout donc dans l'aura que le parti a au niveau national. Alors, nous sommes toujours dans les généralités. Je ne sais pas si le juge va à une question pour notre invité du jour. Oui, question de généralité, mais on reste toujours dans ce qu'ils perçoivent de leurs résultats, de leurs performances. Je sens que, vous relativisez beaucoup, mais quand on regarde aussi au fond, il y a déjà deux choses, c'est présidentielle et législative. Présidentielle, on voit que
il y a quand même une dégringolade. Législative, on dirait aussi pareil, si on veut s'en tenir au nombre. Est-ce que c'est pas aussi la réalité que petit à petit, il y a peut-être moins de confiance, vous perdez en puissance? Est-ce que c'est pas aussi ce constat que vous faites? Non, d'abord la première des choses, c'est que nous sommes tous unanimes que nous avons perdu donc beaucoup au cours donc de cette élection, parce que partir de deuxième force politique et revenir même à troisième, c'est une régression. Donc c'est pas bon à prendre. Nous sommes conscients de ça. Mais nous disons aussi que on s'attendait un peu plus à une situation difficile au cours des élections de 2020. Pourquoi? Parce que vous arrivez à une élection en 2015 avec 30 députés, 33 députés. Au cours de la législature, vous perdez une bonne vingtaine. À l'approche des élections, vous continuez à en perdre. Et c'est vraiment, je peux dire donc, même un exploit que de pouvoir se tenir encore debout. Et nous savions également d'où viennent toutes ces difficultés. Vous savez qu'en politique, et c'est tout à fait normal, moi je n'accuse personne, on serait à la place même de ceux qui sont au pouvoir, on aurait fait la même chose. Et quand vous constatez qu'il y a une force politique qui titille, qui s'approche un peu plus de vous, mais on met tous les moyens en œuvre pour pouvoir donc s'éloigner un peu. Et s'éloigner, il y a deux manières, soit on travaille pour aller beaucoup plus en avance, ou bien alors on travaille à ce que celui qui vous suit soit un peu retardé. Donc de ce point de vue, nous pensions qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et nous sommes conscients de cela parce que nous avons tous été approchés à un moment ou à un autre pour justement donc casser ce parti qu'est l'UPC. Et j'ai dit, ça ne nous a pas étonné du tout que certains de nos camarades Qui a voulu casser l'UPC? Bon, vous savez, nous sommes en politique, mais nous sommes d'ici devant des juges. Et je n'ai pas le droit de mentir. Et j'ai dit, si vous voyez dans un parti politique une personnalité comme, entre griffes, quand je dis personnalité entre griffes, deuxième personne quand même de personnalité du parti, je suis le deuxième vice-président. J'étais le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale également. J'étais le directeur national de la campagne de l'UPC et j'ai été approché à un moment donné pour pouvoir donc laisser tomber donc ce parti. Par qui? Vous m'excuserez et vous me permettrez de ne pas donner des noms. Vous l'avez dit, vous êtes devant des juges et ici on ne parle qu'en disant la vérité. Est-ce que vous pouvez donner des noms pour être beaucoup plus précis dans vos propos? Non, je m'excuse véritablement. Vous savez que nous sommes sur le terrain politique et je l'ai dit tout à l'heure qu'on serait à la place des autres. Peut-être qu'on aurait fait la même chose. C'est ça la politique aussi. Et donc de ce point de vue, moi je ne sais pas que nous en voulons à ceux qui ont posé ces actes. J'ai dit, ils sont dans leur droit de travailler à consolider, à construire leur parti. C'était à nous également, en tant que membres de l'UPC, de travailler à ne pas tomber donc dans ces pièges-là et à pouvoir donc travailler à consolider notre parti. Certains l'ont réussi, d'autres sont partis, mais vous savez, c'est ça aussi la politique. Oui, ben justement, on ne s'engouffre que dans des brèches. Ça veut dire que en votre sein, c'était plus si solide que ça? Oui, et vous savez, la solidité dépend de beaucoup de choses. Après les élections de 2015, vous savez très bien qu'il y a eu des débats houleux au sein même de notre parti par rapport à notre positionnement. Il y avait un groupe qui disait que non, il fallait forcément aller avec le gagnant, puisque nous avions fait le CFOP ensemble, nous avions lutté ensemble pour pouvoir donc amener l'insurrection. Et ils avaient cette conviction. Et j'ai dit, chacun a sa conviction, moi je ne les condamne pas. Ils pensaient que c'était le moment pour nous d'y aller. Il y avait d'autres également qui pensaient que non, pour le moment, il fallait attendre encore parce que nous pensions que le lendemain allait être meilleur. Mais chacun restant un peu dans cette conviction. Si vous n'arrivez pas à un moment donné à convaincre les gens, parce que c'est ça la question difficile. Et vous saviez très bien ce qui s'est passé juste avant le décès de Feu Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. Tout le monde sait ce qui était en gestation. Ça a été dit sur plusieurs de vos ondes ici. Et il y avait forcément la volonté de casser l'UPC. Et nous avions eu toutes ces informations. Nous avons échangé avec ces camarades à un moment donné pour leur faire comprendre qu'attention, là où on veut nous amener, ça peut être un piège. Mais je dis effectivement, dans l'analyse, chacun avait sa position. Certains pensaient qu'il fallait y aller. Donc on ne pouvait pas retenir également. Parce que vous savez que quand les gens viennent en politique, chacun vient très souvent avec... il y en a qui viennent avec la volonté et la conviction qu'ils peuvent apporter quelque chose à la construction de la nation.
Donc eux, ils sont difficiles à arracher. Mais il y en a qui viennent également dans le souci de dire que bon, il est temps que je me fasse également une renommée, il est temps que j'occupe tel ou tel. Et en général, vous savez, quand on se vend, on est plus facile à être acheté. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas de nom sur ceux-là qui voulaient casser le CDP, comme vous le dites. L'UPC. Alors, l'UPC. Alors, quand vous regardez aujourd'hui les résultats que nous avons au sortir du double scrutin, est-ce qu'on peut dire que ces derniers ont atteint leur objectif? Parce que, selon certaines analyses politiques, l'UPC est véritablement le grand perdant de ces élections-là. Nous sommes véritablement le grand perdant, ça, il faut le reconnaître, parce que quand même, de notre candidat en 2015 avait à peu près 30% donc, des voix. Et cette année, vous voyez à quel niveau il est. Nous avions eu 33 députés, cette année nous sommes à 12. Donc nous sommes véritablement perdants. Mais nous disons que nous avons fait l'analyse également de la situation au niveau de notre parti. Et nous avions dit qu'il fallait s'attendre à cela. Pourquoi? Parce que l'UPC a grandi trop vite. L'UPC a grandi trop vite. Première participation à une élection, après la création du parti, vous vous retrouvez avec 18 députés. Deuxième participation, vous vous retrouvez deuxième force également avec 33 députés. Vous n'aviez pas eu le temps, et ça il faut le reconnaître, d'abord de vous connaître entre vous. Vous savez, l'école, la politique c'est également une école. Les gens restent ensemble, ils se connaissent, ils se côtoient, et c'est en fonction de ça qu'on crée maintenant des noyaux. Et qu'on appelle un peu des noyaux durs que vous savez. Mais l'UPC n'a pas eu ce temps. Nous avons grandi tellement vite que on a cru à un moment donné qu'effectivement on était très fort, mais malheureusement dans le groupe, c'est comme j'ai dit, il y avait des gens qui avaient d'autres ambitions. Donc pour nous aujourd'hui, nous avons certainement perdu, nous avons reculé, mais ça nous permet aussi quand même de reprendre donc position et de nous dire que désormais il faut aller au pas à pas, petit à petit, et être sûr de ce que nous posons comme acte. Alors vous l'avez dit. Je voulais réagir là-dessus, parce que quand on se rappelle quand même le forum sur l'alternance au Burkina Faso, qui s'est tenu du 1er au 3 mai, c'est 2009. Oui. C'est 2009. C'est ça qui a petit à petit laissé place à l'UPC. Oui. Dans un genre de mue que certains peut-être n'ont pas compris au départ. Mais je parle d'initiative depuis 2009. Et on est après des élections de on est en 2021 maintenant, donc 2020, ça veut dire 10 ans. En 10 années, en gros, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, vous n'avez pas eu le temps de consolider, de sorte à ce que, aujourd'hui, on en arrive à ce que on ait ces résultats-là. Vous pensez que c'est le fait que vous n'avez pas eu le temps de vous connaître, de resserrer vos liens? Justement, je vais vous dire pourquoi. Parce que le forum de l'alternance, justement, comme vous avez dit en 2009, a regroupé beaucoup d'intellectuels, mais pas tous des politiques. Ça, c'est quand même important. Il y avait des professeurs d'université, il y avait des acteurs de la société civile, des gens qui avaient véritablement envie que dans ce pays, au Burkina Faso à l'époque, on ait quand même de l'alternance. Des gens qui voulaient véritablement que les choses changent dans le bon sens. Mais malheureusement, tous ne se sont pas engagés sur le plan politique. Au moment de la création du parti, si vous vous rappelez, le bureau exécutif, le bureau de l'UPC ne comptait que 11 membres. Sur donc la plus de 2 centaines de personnes qui ont participé au forum. Donc vous comprenez que ceux qui ont participé au forum n'étaient pas tous engagés politiquement, et donc ça s'explique un peu que nous soyons arrivés à une situation de ce genre. Oui, mais vous avez un noyau dur qui décide de mettre l'UPC en place, c'est ce noyau dur autour duquel on construit le parti, et puis pendant 10 ans, c'est ces personnes-là qui se fréquentent, qui pensent stratégie, qui pensent comment accéder à COSIAB, et puis comment asseoir son pouvoir à l'Assemblée nationale. Et 10 ans après, patatrac, on est en train de voir ce qui est en train de donner. Vous dites que vous avez regardé très bien dans ce qui s'est passé, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous indexez plus les facteurs exogènes à vous, c'est-à-dire que ce qui est arrivé de dehors, mais comme si du dedans il n'y a pas eu de problème. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné aussi dans la lecture les processus de l'UPC qui ont concouru à ces départs-là? Je suis parfaitement d'accord qu'il y a des facteurs endogènes, mais justement je vous reviens tout à l'heure quand vous aviez dit c'est parce qu'il y a eu une fissure que des gens ont pu s'engouffrer. C'est ça la réalité. Donc en réalité, nous sommes conscients que même s'il y a eu des facteurs exogènes, il y a eu des facteurs endogènes, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui sont liés au fait que tout le monde n'avait pas
en venant à l'UPC la même envie de pouvoir travailler. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons jusqu'à présent. Et ce n'est pas à l'UPC seulement. Vous regardez dans tous les partis politiques au Burkina Faso. Nous avons près de 187 partis politiques au Burkina Faso. Vous pensez que tous ceux-là sont là véritablement pour concourir au développement du pays? Je dis non, ça je refuse. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup plus d'intérêts qui guident certains. Et en politique, c'est parfois difficile de lire dans l'intention d'un homme politique qui vient comme ça. Il faut le voir à l'œuvre parfois. Et très souvent, quand c'est à la suite de certaines trahisons, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc, le mot est lâché, trahison. Trahison. Donc, vous estimez que tous ceux qui vous ont quitté par vague, c'était de la trahison, des manques de conviction? Oui, mais je prends un exemple. Quand je dis les 13 députés qui nous ont lâchés à un moment donné, mais je ne voyais pas la raison qui pouvait amener ces gens à partir de la sorte. Je n'en voyais pas. Parce qu'une semaine avant, je discutais encore avec certains d'entre eux. Certains d'entre eux qui étaient venus même m'alerter pour me dire attention, SG, à l'époque j'étais le secrétaire général national du parti, attention, il y a des choses qui sont en train de se tramer, trouvez une solution. Mais vous voyez, quand vous êtes dans une structure où nous avons quand même tout le dispositif que nous avions. Et ça, c'est quand même l'avantage que nous avons eu à l'UPC. On a toujours dit que l'UPC, c'est le parti des intellectuels. Nos textes sont tellement bien faits que véritablement, pour quelqu'un qui veut bien travailler, il n'a pas besoin de sortir en dehors. Donc, vous voyez des gens qui viennent subitement, je prends un exemple. Vous êtes président d'un groupe parlementaire. Des députés vous ont porté à la tête d'un groupe parlementaire. Mais si vous voulez partir, qu'est-ce que vous faites? Au moins vous réunissez les députés. Si vous n'êtes pas d'accord avec la direction du parti, mais au moins vos collègues députés, vous pouvez les réunir pour leur dire franchement, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée, mais aujourd'hui, j'ai décidé pour telle ou telle raison de partir. Mais si les députés viennent trouver une note qui est affichée pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus du groupe, j'ai démissionné, vous comprenez que quel mécanisme on peut encore utiliser. Il faut bien que les gens acceptent le débat. Et c'est pour cela que je dis, nous sommes tous dans l'arène politique et nous savons très bien qu'est-ce qui s'est passé. Nous savons comment les choses ont été menées, mais malheureusement, c'est ce que je dis, quand quelqu'un a décidé de partir, vous avez beau amener les arguments, vous avez beau discuter, la personne va partir. Sinon, certains de ceux qui sont partis, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons des bonnes relations avec nous. Nous avons tout fait pour ramener certains dans nos rangs, mais ils ont dit, ouais, vraiment, nous, on est toujours d'accord avec vous, mais bon, on est un groupe, on ne veut pas partir laisser les autres. Je ne sais plus qu'est-ce qui tient en ce moment, et c'est difficile à comprendre. Alors, au lendemain de l'élection présidentielle et législative de novembre 2020, l'UPC a fait un choix radical, on peut le dire ainsi. Vous avez fait le choix de déposer vos valises à la majorité présidentielle. C'est un choix qui a surpris plus d'un. Dites-nous pourquoi le choix est maintenant. Beaucoup estimaient qu'en 2015, vous étiez beaucoup plus proche de MPP, vous ne l'avez pas fait. Quelles sont les raisons qui ont justement justifié ce choix-là maintenant? D'abord, donc, il faut dire qu'en 2015, après les élections, l'UPC n'a pas été approché pour aller au MPP. Ça, nous sommes formels là-dessus, nous l'avons dit, et tout le monde, je suis quand même bien placé pour le dire, parce que j'étais le secrétaire général national du parti, toutes les réunions qui se tenaient, je participais. Après les élections de 2015, quand nous avions eu des réunions avec les membres de CEFOP, c'était au cabinet du président à Ouaga 2000 à l'époque, mais je dis, nous n'avons en aucun moment eu le sentiment ou la volonté donc du MPP à l'époque de nous appeler. Et nous avons eu la rencontre, et c'est d'ailleurs ça qui a justifié un peu certains comportements des camarades qui ont dit non, on n'y va pas parce que tout simplement on ne vous a pas appelé. Une démarche du MPP à son temps aurait pu changer la donne. Probablement, parce que nous sommes en politique. Moi, je ne dis pas que... mais je suis convaincu que si le MPP avait fait une démarche en son temps, et peut-être que, en tout cas, les choses auraient pu changer. Je ne dis pas que ça allait changer, mais je dis que ça aurait pu changer. Mais vous finissez une élection, il y a un camp qui est gagnant, l'autre n'est pas gagnant, et pire, ceux-là avec lesquels nous étions au niveau donc de l'opposition à l'époque, ceux-là avec lesquels nous avions fait les réunions après les élections pour voir donc la stratégie de l'opposition, mais certains ont été approchés donc par le MPP.
voilà, les responsables du MPP sont allés même dans les domiciles de certains pour les convaincre à rejoindre. Mais donc concrètement, si on ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas vous lever aussi comme ça pour dire, bon voilà, nous on vient. Vous savez que politiquement, quand vous partez comme ça, vous créez vous-même votre tombe. Et c'est pour cela que nous avons dit à un moment donné que non, peut-être qu'on n'avait pas besoin de nous à l'époque. Et après analyse également, nous avions dit nous pouvons apporter notre contribution au développement de ce pays autrement. Et c'est ce que nous avions fait au niveau du CFOR. Et pourtant, en son temps, il y avait le fort débat en interne. Ça, Didier l'entendait déjà. Le fort débat en interne, faut-il aller avec les autres? Vous le disiez tout à l'heure, oui. À demi-mot. Oui. Et puis, il y avait certains convaincus farouches à votre sein de ce qu'il fallait aller à la majorité. Mais vous savez, ça ne manque pas. C'est ce que je dis. Et nous sommes, quand vous êtes dans un débat d'idées avec des intellectuels, naturellement, chacun vient et thèse. Et chacun a ses arguments. Et maintenant, à un moment donné, la direction du parti, en fonction des arguments que les uns et les autres apportent, s'assoit et dit, bon, au vu d'un certain nombre après l'analyse des pour et des contre, on décide d'aller comme ça. Mais c'est difficile d'amener tout le monde à être d'accord avec vous surtout. Surtout quand vous êtes avec des intellectuels, c'est difficile. Sur la question, avec les vagues de départ et les confidences qui ont été données après, et pour beaucoup, c'était la position de Zéphirine Diabré qui a pesé. Et puis bon, vous êtes resté dans vos sur vos postures. Ce que beaucoup ont reproché après. Vous savez, je connais l'homme beaucoup. Pour avoir depuis longtemps travaillé avec lui, et très proche collaborateur, Zéphirine Diabré, au contraire, on peut lui reprocher tout, sauf lui dire qu'il impose. Okay. Il n'impose jamais. Et même quand vous partez, vous pouvez demander à n'importe qui, même toutes nos réunions, il a son avis qu'il donne comme tout le monde. Et à un moment donné, il vous dit, bon, écoutez, choisissez ce que vous pensez qui est bon pour le parti. Lui, il ne peut pas, parce qu'il a toujours dit, s'il ouvre la bouche pour dire, je veux qu'on fasse ceci, beaucoup de camarades ne vont plus se prononcer. Parce qu'avec le respect qu'on a pour lui, avec l'aura et autres qu'il a, bon, quand il dit quelque chose, certains pensent qu'il ne faut plus discuter. Et c'est pour cela, justement, il se réserve toujours le droit de ne pas beaucoup intervenir dans les débats. Et très souvent, je dis, en tant que président du parti, lors de nos réunions du bureau politique national, il arrive que ce soit moi-même qui dirige pratiquement les réunions. Parce qu'il est là, il suit, et il dit, bon, ce soit tu continues. Alors, en 2015, après le départ de certains cadres du parti, parce que l'UPC ayant choisi de rester à l'opposition, leur choix avait été longuement et vertement critiqué par le parti. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que ce n'est pas ces derniers-là qui ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison trop tôt? Non, ils n'ont pas eu raison trop tôt parce que les conditions ne sont pas les mêmes. En 2015, nous étions deuxième et nous avions 33 députés. Cette année, nous sommes troisième, ou comme vous-même vous le dites, parfois quatrième, et nous n'avions que 12 députés. Vous savez, vous ne pouvez pas, en politique, c'est ça, vous avez parlé tout à l'heure donc de la réelle politique. Mais quand vous partez négocier, vous tenez compte de vos forces. Quand vous n'avez pas la force nécessaire pour pouvoir imposer, il faut savoir également négocier. Mais si vous n'aviez pas la force et vous tenez mordicus en disant non, je suis pas d'accord, je suis ou cela, mais finalement, vous travaillez à votre perte. Et nous disons en ce moment que les circonstances de 2015 ne sont pas du tout les mêmes que celles de 2020. Alors, on est d'accord que les circonstances ne soient pas les mêmes. Maintenant, je pense que c'est la question de... Je pense que ce que pose le président est très pertinent. Peut-être il y a l'opportunité, il y a le principe de négociation du moment, ce qu'on pèse et ce qu'on gagne. Oui. Vous disiez à un moment donné, on ne nous a pas appelés, donc on n'est pas venu, mais vous étiez fort. Oui. Aujourd'hui, vous êtes fortement touché, je vais dire comme ça, à la guerre comme à la guerre, vous avez été vraiment blessé, oui. Et vous négociez de rentrer, de revenir dans... Quand je dis vous négociez, voilà. La négociation, quand je dis vous négociez, voilà, la négociation vient d'un appel du pied. Bien sûr. Voilà. Mais là, les arguments sont plus les mêmes parce que vous êtes faible. Vous êtes plus faible. Oui, et nous sommes plus faibles. C'est pour ça, est-ce que les autres n'ont pas vu un peu plus vite les choses? C'est ça sa question de fond. Vous saviez justement que si en 2015 nous étions partis à l'élection, peut-être qu'aujourd'hui l'UPC n'aurait même pas eu 10 députés. Pourquoi? Parce que les exemples dans le monde existent partout. Vous savez, quand vous partez en 2015, le MPP avait 55 députés. Nous avions 33 députés. L'écart n'était pas très grand. Ça veut dire que, et je crois que c'est ça qui a motivé et qui a justifié le fait qu'ils n'ont pas voulu de nous en son temps.
Si nous, on partait immédiatement, on posait forcément, on allait constituer un écran à un certain moment, à un certain nombre de cadres même à l'interne. Mais ils ont vu, c'est des hommes politiques qui sont avisés, ils savent analyser. Donc, du coup, ils se sont dit, attention, ça posait un problème. Maintenant, à notre sein également, nous nous sommes dit, faisons attention. Le fait même qu'on soit un peu à l'écart n'a pas empêché que nous soyons... Vous savez, quand je vous donne un exemple, à l'Assemblée nationale, nous avions un collègue, encore je ne vais pas citer son nom, qui était de l'opposition, mais qui était par exemple secrétaire parlementaire, qui en une année a fait plus de missions que tous les autres députés de l'Assemblée. Vous pensez que c'est fortuit? Ce n'est pas cadeau. Et le résultat, nous le savons, il est parmi les 13. Alors donc vous voyez qu'il y a des comportements aussi, si vous ne faites pas attention, si vous partez parce que vous pensez que vous pouvez aller, si vous ne faites pas attention, j'ai dit, on vous copte. Et vous regardez un peu ce qui s'est passé avec l'ADF-RDA. Je ne vais pas revenir sur depuis le RDA, l'ADF et autres. On se rappelle de tout ça. Et nous ne sommes pas quand même les premiers partis dans ce sens-là. Nous avons d'autres pays, l'URD, et je profite d'abord donc de présenter donc toutes mes condoléances à la famille de l'URD après le décès de Soumaïla Cissé. Nous avions vu comment est-ce que ça s'est passé avec lui, justement quand à un moment donné, il avait la force et il a cru que c'était bon d'aller au pouvoir et que bon, ça allait lui donner beaucoup plus d'opportunités, mais il est sorti finalement plus diminué. Et c'est des analyses que nous avons eu à faire en son temps qui nous ont permis de dire attention, restons, consolidons ce que nous avions eu. Voilà un peu notre vision. On s'est dit à 33, si on avait véritablement travaillé à consolider notre union des 33, cette année à cette élection, si on n'avait pas la présence, en tout cas on aurait fait un score meilleur. Ce que vous n'êtes pas parvenu à faire, bon, je me permets un commentaire déjà, et puis peut-être que ça va ouvrir sur une question. Parce qu'il y a une partie de votre argumentaire où vous présentez ceux qui sont partis par vague, je vais dire, comme étant, d'abord vous avez employé le mot trahir, donc des traîtres, et puis le peu de conviction, peut-être en ce que vous offriez, et puis en la vision que vous aviez. Ils sont partis. Donc je dirais c'est des traîtres. Je suis désolé, mais je vais le dire un peu crûment. Rejoindre un traître dans le camp où il est allé, c'est faire de lui un visionnaire. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'il a vu avant vous. Sinon, on ne le rejoint pas. Il vous trahit pour un camp, vous l'y rejoignez, c'est que c'est un visionnaire. Je dis, est-ce que, dans le fond, quand vous regardez, vous n'avez pas manqué un coach? Non, je vais vous dire d'abord une chose. Tout à l'heure, quand vous avez parlé que j'ai utilisé le mot traître et autres, donc vous avez trahi. Oui, on a été trahi, je dis. À l'Assemblée nationale, quand le groupe RD s'est créé, ils ont toujours dit qu'ils étaient de l'opposition et qu'ils étaient également de l'UPC, mais c'est une question de gestion du parti, ceci ou cela. Mais vous êtes des journalistes, vous avez suivi tous leurs votes depuis leur départ jusqu'à la fin de leur mandat. Ils n'ont jamais voté dans le sens de l'opposition. C'est quand même révélateur. Si je ne suis pas d'accord avec mon premier responsable parce que bon, il est ceci ou cela, et je dis bon, je suis avec quand même dans la même vision, nous avons les mêmes méthodes d'analyse, mais peut-être c'est la gestion qui pose problème. Mais oui, je ne vais pas à l'Assemblée et je m'aligne directement derrière ceux que à l'époque nous combattions. Ça c'est un. De deux, nous n'avons pas rejoint le MBF ou bien ceux qui sont partis. Non, nous n'avons pas rejoint. Nous avons dit, vous savez, la majorité. Vous vous êtes retrouvés à la majorité? Nous nous sommes retrouvés là-bas et c'est des concours de circonstances. Je dis c'est des concours de circonstances et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, nous sommes là-bas aujourd'hui, mais nous sommes à une posture quand même qui n'est pas la leur. Quelle est la différence? Je ne sais pas, vous savez très bien quand même que nous avons un poste de ministère d'État, ce n'est pas rien. Nous avons le poste de ministère d'État est un ministère auprès de la présidence du Faso, ce n'est pas rien. Et je crois que c'est des éléments, c'est des signes quand même qui prouvent qu'en réalité, il y a une confiance en l'UPC. On serait parti à la majorité sans portefeuille, comme ils l'ont fait par exemple ministériel, et pendant 2 ans, et là votre analyse tenait. Mais donc c'est pour des postes. C'est pour des postes qui sont partis. Non, vous. Non, vous avez dit qu'on les a rejoints. C'est pour cela que vous avez rejoint le camp pour lequel ils sont allés. Oui, là, d'accord, on a rejoint pour un camp. Oui. Et vous dites c'est des traîtres et vous rejoignez le camp après. Ça devient des visionnaires. C'est ce que je dis en fait. Mais pas forcément. Peut-être c'est une analyse, mais je ne suis pas convaincu qu'ils soient visionnaires. Ils sont partis pour d'autres raisons.
D'accord. Alors aujourd'hui, le choix est fait, l'UPC est à la majorité. C'est vrai, vous avez avancé un certain nombre d'arguments. Le choix de partir ou de ne pas partir relève de la cuisine interne de votre parti. Mais rappelons-nous qu'avant les élections, le double scrutin, il y avait, je dirais, un accord politique avec certains baobabs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, je dirais, un arrangement ou est-ce que vous vous êtes concerté justement avant de faire ce choix-là? Parce que le terme traite également est sorti. Nous recevons hier sur ce plateau un cadre du CDP qui estimait que votre choix n'était pas justifié. Merci pour cette question parce que je crois que celle n'avait pas été évoquée, mais j'allais l'évoquer. Celui qui avait effectivement dit ça hier, j'ai cru, vous m'excusez le terme, mais j'ai eu un peu de nausée quand j'ai vu que c'est lui qui était vice-président à l'Assemblée nationale. Son parti ne peut pas faire de lui vice-président à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont de l'opposition. Alors quand à un moment donné on accepte et soit même aller travailler avec ceux qui ont gagné, il ne faut pas empêcher les autres ou bien critiquer les autres parce qu'ils sont allés également travailler. C'était une parenthèse. Maintenant, pour vous dire qu'en réalité, l'accord politique, hier j'ai écouté votre débat à deux reprises. Et malheureusement, j'aurais bien souhaité que l'invité, celui qui parlait de l'accord politique, soit un qui connaît l'accord politique. Parce que celui qui a parlé hier ne connaît pas du tout l'accord politique. J'ai été le responsable chargé de l'élaboration de l'accord politique pendant 2 ans avec donc le ministre Salifou Sawadogo, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, pour le compte du CDP et d'autres camarades. Nous savions l'esprit et tous les éléments qui ont concouru à cela. L'accord politique avait un objectif. Et il était clair, et ça c'est dans nos textes, vous pouvez les lire. L'accord politique c'était pour le second tour. C'était clair. Au premier tour, ça veut dire quoi? Et nous avons bien précisé, c'est quoi, c'est l'article 13 ou quelque chose comme ça qui le dit. Si par exemple 2 partis de l'opposition à l'époque arrivaient au second tour. Okay. Par exemple, l'UPC et le CDP arrivaient au second tour. Nous avions dit que les autres partis n'ont pas besoin de demander l'avis de X ou de Y de soutenir qui que ce soit. Ils sont libres. C'est la même chose pour le second tour qui allait se faire et que, quand il n'y avait pas un second tour. Une fois qu'il n'y a pas de second tour, l'accord politique devient caduc. L'accord meurt immédiatement. Parce que c'est ça l'esprit de l'accord politique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est la raison pour laquelle, une fois que les élections ont été actées, le Conseil constitutionnel a validé, l'accord politique automatiquement s'auto-dissout. C'est comme ça le principe. Voilà. Si vous êtes d'accord pour aller, vous avez dit on part pour le second tour et vous avez tous suivi ça. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu de second tour, nous avions quand même travaillé jusqu'à ce que les élections soient validées. Vous vous rappelez la veille de l'élection, en ma qualité de président du comité technique à l'époque, c'est moi qui ai lancé une invitation à tous les candidats pour qu'ils viennent, pour qu'on fasse d'abord donc l'évaluation de la candidature, des élections. Ça a été fait et immédiatement la décision a été prise de faire une conférence de presse à laquelle vous avez certainement que vous avez eu à couvrir. Il y a eu un certain nombre de griefs qui ont été évoqués par rapport à l'organisation de l'élection. Mais je vous dis, vous savez, le terrain politique, vous m'excusez, hein, c'est un philosophe qui l'a dit, que c'est un terrain, c'est une société de sorcières où les plus initiés dévorent les enfants des autres. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que véritablement, tout le monde n'est pas venu avec la même conviction. Et même dans l'accord, vous voyez, quand nous avions décidé de faire l'appel, en tout cas d'engager des procédures judiciaires et autres, ça a commencé d'abord donc par nos délégués qui sont au niveau de la CENI, qui avant l'élection avaient déjà engagé des démarches pour soit démissionner ou écrire officiellement au président de la CENI pour dire que cette élection telle qu'elle est en train d'être organisée, ça va être un fiasco. Ils ne comptent pas nous engager dans ce sens. Et quand les présidents des candidats se sont réunis et qu'ils ont dit, bon, par rapport à cette question, il faut qu'on l'inscrive et qu'on prenne la tâche avec donc, nos commissaires. Personnellement, j'ai appelé le vice-président Kéré pour lui dire, bon voilà, j'ai appris, les présidents m'ont chargé d'entrer en contact avec vous pour avoir d'abord une copie de la lettre que vous deviez envoyer au président de la CENI et votre
Et c'est là il me dit non, attention, honorable, il y a eu des évolutions. Après notre première rencontre, chacun est allé voir la direction de son parti, et aujourd'hui tout le monde n'est plus favorable à aller dans ce sens. Dans le sens de pouvoir donc écrire au président de la CENI et de dire et de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements qui allaient jusqu'à ce qu'eux ils se retirent même de l'organisation de l'élection. Ils avaient même proposé que l'élection soit décalée de 2 ou 3 semaines selon leur vision à l'époque, les membres de la CENI. Alors donc quand il m'a dit ça, je lui ai dit je vous dis, vous pouvez lui demander. Il m'a dit non, lui il va écrire. J'ai dit tu n'écris pas toi seul. Si les autres ne sont pas partants, tu laisses tomber. Donc voici un élément déjà qui nous dit attention, pourquoi est-ce que des partis politiques qui sont dans l'accord ont décidé d'aller dans un sens et à la dernière minute il y a une évolution. Ensuite quand les résultats ont commencé à tomber et il était question justement donc dans l'accord politique dont on parle là que les partis dénoncent, fassent une manifestation pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Nous avons lancé l'appel à tous nos militants pour que on puisse sortir. C'était pas nous, vous savez bien, l'UPC n'est pas un parti qui fait toujours qui fait de la casse. Nous sommes toujours, nous avons des républicains et nous utilisons les voies qui nous sont autorisées. Mais c'est dans la nuit que ça a été également décommandé. Par qui? Je ne le sais pas. Mais si vous avez lancé un appel, si c'est décommandé dans la nuit. Non, j'ai dit. Vos militants devaient dans la rue. Non, nous, nos militants devaient aller dans la rue. J'arrive. Et la nuit, nous avons été obligés très tôt le matin de relancer un communiqué à nos militants pour leur dire de ne plus sortir parce que nous avions voulu faire une action unitaire. Et à un moment donné, quand nous nous sommes rendus compte que c'est l'UPC seul qui devait s'engager, nous avons dit non. Mais nous n'allons pas porter une lutte. Attention, là, il faut qu'on soit plus précis que ça. Oui. Vous lancez un mot d'ordre ensemble. Oui. Vous dites à vos militants, et je pense que les autres aussi disent à leurs militants de sortir. Oui. En tout cas, je sais pour nous. Et vous dites, dans la nuit, vous apprenez que les autres ne vont pas sortir. Je vous dis comment? On n'a pas appris. On a appelé, puisque nous avons mis en place un comité. Ok. Et notre secrétaire général, qui était notre répondant dans ce comité, qui travaillait avec d'autres membres donc des autres, et à un moment donné, nous appelle pour dire il y a un problème parce que nous avions appelé nos militants à sortir. Nous avions demandé aux autres partis d'appeler les militants à sortir. Vous avez vu un communiqué de quel parti pour appeler ces militants à sortir? Non, allons doucement. Vous n'en aviez pas. Vous avez appelé nos militants à sortir à travers un communiqué? Nous avons notre page. Je pense que même sur les pages Facebook, c'est sorti. Vous demandez si on a vu le communiqué. Même sur Facebook. J'ai dit, vous demandez si on a vu le communiqué des autres. Vous avez fait un communiqué. Sur Facebook, c'est passé. Bon. Ça, c'est formel. Chaque parti a son canal, à ses canaux. Bon. Vous avez demandé à vos militants de sortir. Mais dites-moi qui vous a appelé pour vous dire que les autres ne sortent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un comité que nous avons mis en place. Je disais, notre représentant, c'était notre secrétaire général, qui nous a appelé à un moment donné. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous lancez un mouvement, vous suivez. Si vous demandez à vos militants sur la base de Facebook que demain matin, rendez-vous à tout le monde, rendez-vous à 7h devant le siège de la CENI pour manifester. Nous sommes chefs de file de l'opposition, mais quand même en tant que parti assez organisé, nous l'avons fait. Nous attendons à ce que les autres également le fassent et qu'on ait la conviction que nous allons aller dans une action unitaire. Mais si jusqu'à une certaine heure, on se rend compte que personne ne le fait, mais vous êtes quand même, nous sommes en politique. Nous avons tiré la conclusion que demain matin, on allait se retrouver seul devant la CENI. Ce qui n'était pas notre objectif. Parce que nous disons, quand vous êtes dans l'accord politique, toutes les décisions se prennent par consensus. Et donc, ça peut ne pas être notre position, mais si l'ensemble est d'accord pour ça, nous nous engageons également. Mais la manifestation, c'est la conviction de ce que les résultats qui étaient en train d'être donnés, pour vous, posaient énormément de problèmes au regard de nous seulement. Oui, je parle de vous en tant que parti politique. C'est vrai que vous êtes dans le cadre d'un accord, mais les candidats, on est au premier tour, chacun est candidat. Maintenant, après, il y a l'effet de groupe. Mais vous avez vos convictions aussi. Oui. Vous auriez pu continuer de sortir. Non, si on le faisait justement, on aurait trahi les autres. C'est ça la question fondamentale. Si l'UPC seul sortait, on aurait trahi les autres. Ce qu'on ne devait pas faire. Parce que je suis le président du comité technique et toutes les décisions que nous prenons, on s'est réunis, le comité technique s'est réuni. Nous avions mis même en place, dans le cadre de l'accord politique, l'autorité morale.
l'autorité morale qui était chargée justement, donc chaque candidat devait désigner une personnalité de notoriété, comme on dit, et c'est tout ce groupe-là qui devait pouvoir donc à un moment donné être d'accord ou pas d'accord avec une action qu'on devait mener. Donc individuellement, vous n'aviez pas le droit, et c'est ce qu'on a dit, on n'a pas le droit individuellement de se lever pour dire non, c'est pas bon. Alors, là, on sent que vous n'aviez même pas la conviction de groupe, parce que les suspicions étaient partagées. Aujourd'hui, chacun dit que c'est l'autre depuis le début qui était traître. On a comme cette impression-là, et c'est chacun des arguments qu'on voit nous rappelle pourquoi on n'a pas eu tort de dire mais est-ce que ça va vraiment tenir cette affaire. Et surtout, on a l'impression que l'échec justement de cette action vous a définitivement convaincu que vous ne pouvez pas rester à l'opposition avec non, pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui nous a convaincus. Nous avons décidé de ne pas rester. Mais certainement que ça a pesé dans la balance. Pas du tout. Pas du tout, ça n'a même pas pesé. Parce que, vous savez, pendant la campagne, le président Zéphirin Diabré, le candidat à l'époque, l'avait dit que s'il était élu président, il allait constituer un gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il l'a dit. Il allait constituer un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que nous étions déjà partis avec la conviction que quel que soit le résultat, même si c'est l'UPC qui arrivait premier, seul on ne pouvait pas gérer l'État dans la situation actuelle. C'est notre conviction. Nous avions besoin aussi bien de ceux qui sont au CEFOP que de ceux qui gèrent le pouvoir actuellement. Et pour nous, donc, voilà notre conviction. Et nous sommes restés dans cette logique. Et nous nous sommes dit en son temps, si un autre parti arrivait au pouvoir et pensait que nous sommes à mesure de venir l'aider à pouvoir donc régler un certain nombre de questions, nous sommes partants. Vous ne pouvez pas dire que si je suis présent, je veux que vous venez, mais si c'est vous qui êtes présent, moi je ne viens pas. Ça n'a pas de logique. Tout à l'heure, vous rappeliez un certain nombre d'éléments qui fondaient le fait que vous n'aviez pas peut-être confiance aux autres, ou bien ils ont démontré qu'ils n'étaient pas forcément engagés de la même façon que vous sur certains points. Mais de ce qu'on a pu écouter hier, Dieu merci, vous avez écouté aussi les mêmes propos. C'est que il y a l'esprit de groupe. Vous êtes ensemble, vous avez des choses que vous partagez ensemble, vous avez des postures sur lesquelles vous vous êtes accordés, et puis nous tous on a regardé les dénonciations qui étaient celles acerbes du groupe, et puis en même temps, tout le monde a couru pour lui faire les félicitations, voilà, alors que on n'a rien compris. À l'UPC, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, justement, d'abord, je vous rappelle qu'au moment des faits, le président, puisque nous avions mis une présidence tournante au niveau donc de la conférence des candidats, et on avait dit 2 semaines. Le premier président, c'était donc M. Bakouan, qui a désisté en tant qu'il n'était plus candidat. Donc après, le comité technique s'est réuni et a décidé donc d'appeler M. Tahirou Barry comme étant le président de la conférence des présidents. Et ça, je précise, parce que quand les gens l'ont vu lire le communiqué, j'ai vu dans certains écrits pour dire que Zéphirin l'a poussé le mettre devant. Non, ce n'était pas comme ça. C'est le comité technique qui s'est assis et qui a décidé, et qui n'a pas décidé, qui a proposé que, au vu du fonctionnement et de l'évolution, c'est M. Tahirou Barry qui assure la conférence des présidents. Et c'est en tant que président de la conférence des candidats qu'il a lu la déclaration. Mais je vous dis, vous avez suivi tous comme moi. Après la lecture de la déclaration, vous avez dit, bon, nous avons été surpris de voir que certains candidats sont allés immédiatement féliciter. Alors, vous comprenez que dans ces conditions, ce n'est pas une question de suspicion, mais je dis, c'était une question de compréhension des textes. Les gens sont arrivés, et c'est la compréhension qu'il fallait avoir de notre accord politique. Les gens sont arrivés à la conclusion qu'à partir du moment où il n'y a pas de second tour, l'accord est mort. Donc chaque candidat était libre maintenant d'aller sur le président ou ailleurs prendre ses dispositions. Mais vous étiez encore dans la contestation des résultats. Oui, mais c'est donc c'est dans cette dynamique. Mais vous savez, dans une élection, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre. Quand on conteste, vous travaillez vous-même, vous compilez vos résultats. Et on n'était plus dans la contestation même, j'allais le dire, parce que après que la décision a été prise justement de porter plainte, il n'y a pas eu de plainte. Mais lorsque vous donnez le point de presse et puis quelques heures après tout le monde court aller féliciter, nous les journalistes on a fini votre point de presse et puis on a commencé à nous appeler pour dire que attention, ils sont en train de féliciter de l'autre côté. Mais justement, et on va vous trouver tous là-bas. Mais non, nous on n'était pas d'accord. Ça il faut le reconnaître, on n'y était pas. Nous étions, et nous avons été surpris justement de constater que certains même étaient dans la même tenue
de la conférence de presse et qui sont allés immédiatement. Bon, vous êtes changé quand même, vous avez le temps. Non, c'est même pas le même jour. Okay. Donc vous savez, pour nous, il n'y a même pas de débat. Donc vous voyez, mais moi je n'accuse personne. Je dis il faut que les gens comprennent l'esprit de l'accord politique. On s'est dit, certainement certains se sont dit, bon, on n'a plus rien. Et même les débats qui ont eu lieu avec les candidats, certains ont dit, bon, attendez, est-ce que véritablement il y a même un intérêt encore à porter plainte? Est-ce que ça va aboutir? Bon, c'est normal, les gens se posent des questions. Maintenant, il y en a qui ont beaucoup plus intérêt que d'autres à ce qu'on aille vers la contestation ou ceci ou cela. Mais à un moment donné, quand vous vous rendez compte que cette cohésion, parce que nous avons dit que toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité. Et dès qu'un seul parti n'est pas d'accord, un seul candidat dit qu'il n'est pas d'accord, vous ne pouvez plus parler en son nom. C'est ça, parce que si quelqu'un parlait au nom de l'accord, alors qu'il y a un candidat qui n'est plus d'accord, vous l'aurez trahi. C'est ça qui n'est pas normal. Alors nous allons revenir sur le positionnement de l'UPC, le positionnement actuel. On a vu le ton et le discours de votre parti pendant la conquête de l'électorat. Oui. Alors au lendemain des élections, vous rejoignez la majorité. Ce qui fait un parti, c'est d'abord sa base. Alors comment vous avez pu convaincre votre base et aujourd'hui, est-ce que cette décision-là est acceptée? Nous pensons que, je disais tout à l'heure, que c'est la base même qui nous a beaucoup plus orientés dans ce sens. Parce que nous avons eu une réunion du bureau politique national où nous avons fait venir donc tous nos secrétaires nationaux et les secrétaires généraux de province et nous avons analysé la situation pour dire, bon, au vu des résultats que nous avions eu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est la question que le président a posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? On reste à la majorité ou on va à l'opposition? Et le débat était ouvert. Comme en 2015 au niveau de Saint-Camille, les gens se sont inscrits et après on a fait le point en fonction des informations qui ont été relayées et des arguments qui ont été donnés par un certain nombre de camarades qui ont estimé que nous sommes partis à une élection. Nous avions cru véritablement que notre programme était le meilleur. Nous nous sommes défoncés pour pouvoir donc couvrir toute l'étendue du territoire national. Mais malheureusement, notre message n'a pas été peut-être bien compris, parce que moi je n'accuse pas les travers de l'élection, mais je considère que nous n'avons pas été bien compris. Le peuple a décidé que nous soyons à une place bien définie. Nous avons dit, mais en ce moment, respectons le choix du peuple. Et quelle est cette place-là? La place du peuple, c'est que le peuple ne nous a pas confié le pouvoir. Il ne nous a pas confié le pouvoir. Donc vous devez rester dans l'opposition. Non, il ne nous a pas confié le pouvoir, il ne nous a pas confié le CEFOP. Parce que c'est les deux. Le CEFOP est clair, c'est une loi qui crée le CEFOP et qui dit qui peut occuper le CEFOP. En 2015, c'était nous, il n'y avait pas de débat, la loi est claire là-dessus. Et il y avait d'autres qui sont alignés derrière, mais qui étaient aussi dans l'opposition. Oui, mais quand même... Même s'ils n'ont pas eu le CEFOP. Je suis d'accord, mais quand même, vous savez, le CEFOP, comme on a dit, ce n'est pas une institution, c'est une personne. Mais est-ce que ça ne revient pas à ce que le juge Vaha disait? Finalement, c'est une question de poste, parce que vous n'êtes pas au CEFOP, parce que vous n'avez pas eu le palais de Kossiam, donc il faut rejoindre la majorité. Non, on n'a pas rejoint. La preuve est qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, vous n'avez pas connaissance de qui que ce soit qui a été encore responsabilisé au niveau donc, du parti dans la majorité, à quelque niveau que ce soit. Et nous, ce n'est même pas notre préoccupation. Nous disons aujourd'hui, nous avons eu une élection, le peuple nous a dit, on ne vous donne pas le pouvoir, vous étiez chef de file de l'opposition. Est-ce que cette lecture n'est pas erronée? Parce que si justement vous n'avez pas eu la confiance du peuple, cela suppose que vous devez rester à l'opposition parce qu'on ne vous a pas confié, je dirais, les rênes du pays. Non, ce n'est pas le cas, parce que le problème c'est quoi? C'est que quand vous n'avez pas eu la confiance du peuple, ça veut dire que le peuple pense que vous pouvez travailler autrement. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est votre lecture? Non, c'est ça. Le peuple vous dit, vous avez voulu que nous avons demandé à gérer l'État. Le peuple a dit, on ne vous donne pas ça. Ça veut dire, la lecture que nous avons, c'est que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Mais quand même, de ce peuple-là, quand vous regardez le vote et puis vous regardez la majorité, ce que le peuple a donné, si on veut rentrer dans votre lecture, c'est un quitus avec une majorité confortable. Pas besoin... en son temps, pas besoin ni de vous, ni de certains qui viennent comme du superflu. Parce que ce qu'on cherche, c'est d'abord le confort au niveau de l'Assemblée nationale. C'est que le MPP avait déjà. Vous êtes venu comme du superflu. Non, pas du tout, parce que quand même, si vous prenez aujourd'hui le MPP, ils n'ont eu que 56 députés.
Même s'il y a les autres partis de la majorité. Non. Oui, même s'il y a les autres partis. Non, mais attention, parce que quand vous raisonnez, à un moment donné, on raisonne d'abord en tant que parti. Parce que la majorité n'a pas fait une liste pour aller à une élection. Les partis sont allés individuellement à une élection. Donc on n'analyse pas en termes de majorité, on analyse en termes de parti. Le MPP a eu tant de voix, l'UPC a eu tant de voix, le CDP a eu tant de voix. Mais attention, le MPP n'est pas à son premier exercice du pouvoir, donc il a constitué déjà une majorité. Oui, mais comprenons-le. Non, mais vous voyez, là où je ne suis pas d'accord, c'est que si le MPP, après avoir constitué cette majorité, était allé à l'élection avec cette majorité, là, je suis d'accord. Ce que vous dites tiendrait en 2015. Parce que là, il n'y avait pas encore de majorité constituée. On l'a constituée. Mais je vous pose une question. Donc là, maintenant, les procès, pas les procès, les plaintes qui ont été déposées au niveau donc du Conseil constitutionnel, à 80% ont été déposées par qui? À 80% ont été déposées par qui? C'est par la majorité. Ce que vous réclamez de la majorité. Mais le fond de la plainte, c'est quoi? Le fond de la plainte, c'est quoi? Ce n'est pas contre le MPP. C'est sur sa perception de ce qu'on devrait glaner aux élections. Donc ça n'a rien à voir avec un positionnement relativement au MPP. Oui, mais quand même. Donc, non, mais dans tous les cas, quand dans une localité, vous avez un candidat MPP qui est élu, et que vous faites un appel, ça veut dire que vous voulez retirer son poste. C'est ce qu'il faut comprendre ça comme ça. Le poste qu'il a acquis là, vous trouvez que ce n'est pas bon et que c'est vous qui méritez peut-être le poste. C'est ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas une question de l'élection, c'est ce que je dis. Quand vous partez à l'élection, tous les partis déposent leur liste indépendamment. Et maintenant, c'est après l'élection que les majorités, les coalitions et autres là pour gérer se font. Mais si ce n'était pas le cas, le MPP aurait constitué une liste unique avec toute la majorité qu'elle avait. Et là, je serais d'accord avec vous, mais ça n'a pas été le cas. D'accord, on va évoluer dans l'échange. Alors, vous l'avez rappelé tantôt, aujourd'hui, le portefeuille en lien avec la réconciliation nationale est revenu à votre parti, géré aujourd'hui par le président du parti, qui est lui-même ministre d'État. Alors, que pensez-vous justement de ce choix-là, de la personne de Zéphirin Diabré? Est-ce qu'il a l'étoffe nécessaire pour assumer cette responsabilité? Bon, là, je dirais que il n'est pas le seul à avoir cette carrure. Mais quand même, je dis, dans ces pays-là, si on cherche ceux qui ont beaucoup plus travaillé. Parce qu'il faut analyser également aussi les actes des uns et des autres. Depuis le forum de l'alternance jusqu'à l'insurrection, jusqu'à ce qu'en 2015, il y ait l'élection, et cette année encore, je pense que quand même, tout le monde est unanime pour reconnaître que c'est pas parce que je suis de son parti, mais reconnaître quand même que l'homme est assez tempéré et que c'est quelqu'un qui véritablement a un seul objectif, c'est le développement de ce pays. Il n'est pas venu pour chercher de l'argent, il n'est pas venu pour une autorité quelconque, rien. Il est venu pour se mettre au service de son peuple. Et pendant la campagne, je vous rappelle toujours, il a toujours dit qu'il est prêt à diriger avec l'UPC et le CDP à gauche et le MPP à droite, pour dire qu'il est prêt pour une réconciliation. Et dans l'accord politique dont vous parlez tout à l'heure, le deuxième point, après donc l'accord, le gouvernement et le programme commun du gouvernement qu'on a prévu, après donc la question de sécurité, c'était la question de la réconciliation et de la cohésion sociale qui était inscrite. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui s'est battu pour ça n'est pas quand même disqualifié pour pouvoir gérer cette question. Et moi je pense qu'aujourd'hui, si on lui fait confiance, si on met les moyens à sa disposition, il est en mesure de réconcilier les gens, parce qu'il n'a pas de problème avec quelqu'un dans ce pays. Je ne vois pas quelqu'un qui, même politiquement. Merci M. Soso. Geoffroy va en 30 secondes. Un mot par rapport justement à notre invité, aux explications qui ont été données par rapport au positionnement de l'UPC. Oh bon, ça c'est ce qu'ils ont donné sur le plateau, c'est transpirer leurs convictions. Moi je pense que leurs convictions ne se jugent pas. Et moi ce que j'avais juste envie de savoir, quels sont vos nouveaux rapports avec vos anciens nouveaux profondeurs, ceux avec lesquels vous êtes. En 30 secondes. Que vous avez lesquels? Ceux qui par vague vous ont quitté. Et que vous retrouvez à la majorité. Non, en réalité vous savez, nous sommes en politique, mais on a gardé toujours des rapports. Des bons rapports. Ils nous ont toujours appelés
on les a appelés quand on se croise lors des séances. Vous avez eu le chef de file des frondeurs, Simboro, qui a dit sur les plateaux que quand on lui a demandé est-ce qu'il serait prêt à travailler avec Zéphirin, vous vous rappelez, il a dit qu'il ne faut jamais dire, on ne dit jamais en politique. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas de problème avec qui que ce soit. Et c'est pour cela que je pense que véritablement que Zéphirin peut réussir, parce que il est vraiment à l'écoute des uns et des autres et il n'a pas de rancœur. Merci Adama Soso, je rappelle que vous êtes deuxième vice-président de l'Union pour le progrès et le changement. Merci d'avoir accepté notre convocation. Quant à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM, nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre convocation. Comme on l'a dit, il ne faut jamais juger l'actualité sans condamner l'actualité sans l'avoir jugée. On se donne rendez-vous demain pour une autre convocation. Excellente journée en compagnie des programmes de Truth TV et Watt FM.